Bonsoir, bienvenue sur le journal de TV 78. Nous sommes le mardi 11 février. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Des actions pour sensibiliser à la gestion des déchets sur la voie publique. Depuis un an, la ville des Clés-sous-Bois est mobilisée contre les incivilités en tout genre. Et des poubelles biflues et des cendriers ont été par exemple installés dans la commune. En février, l'université Versailles-Saint-Quentin organise ses journées portes ouvertes. L'UFR de santé Simone Veil à Montigny-le-Bretonneux a reçu les lycéens sous fond de réforme, fin du numerus clausus et de la première année commune pour les études de médecine. Explication. Et puis la page consacrée aux élections municipales en fin d'édition à Saint-Cyr-l'École. Une autre liste s'est déclarée face à la maire sortante. Saint-Cyr-l'École en commun sera conduite par Lydie Dulompont, une candidature sans étiquette. Et dans ce journal, à suivre la fête des amoureux. On vous parle de la Saint-Valentin et on vous propose pour cette fête d'embrasser les arbres. Restez avec nous pour voir de quoi il s'agit. Il y a un an, la ville des Clés-sous-Bois lançait une vaste campagne de lutte contre les incivilités après le respect des espaces publics et le marquage au sol pour lutter contre les déjections canines. C'est le tri des déchets qui est concerné. Plusieurs équipements ont été installés. On voit ça avec Mélanie Poquier. Plus de déchets dans la nature et plus d'erreurs de tri possibles aux Clés-sous-Bois. Le parc de Diane est depuis plusieurs mois équipé de poubelles biflues. C'est tout simplement des poubelles, si vous voulez, où vous avez un côté de la poubelle, vous avez un côté gris, c'est plutôt ordures ménagères résiduelles, et vous avez un côté jaune avec ce qui est recyclable, c'est-à-dire les canettes, le carton, le papier. Depuis un an, la ville multiplie les actions contre les incivilités et la gestion des déchets. Lors d'une action Clean Up Day, les volontaires avaient ramassé plus de 170 kg de déchets. Dernier équipement installé, des cendriers scellés au sol ou en hauteur. Ces mégots ensuite sont traités, on va récupérer le plastique à l'intérieur des fils et qui va ensuite servir à fabriquer des meubles, du matériel de bureau, des crayons, des pots à crayons. On n'est pas dans l'interdiction, on est dans la prévention. Et c'est avec cet esprit-là qu'on a essayé d'aborder toutes ces questions-là. 23 cendriers ont pris place dans plusieurs lieux de la commune. Certains seront amovibles et prêtés lors de manifestations. Un simple geste grâce auquel les mégots au sol seront des vestiges. Fin du numerus clausus et abolition de la première année commune aux études de médecine. Voici les principaux changements que connaîtront les étudiants intéressés par ce parcours lors de la prochaine rentrée universitaire. Dévoilée par le gouvernement il y a plusieurs semaines, cette réforme vise à diversifier les profils des étudiants et décloisonner les filières de santé. On en parle avec Loïc Josserand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-doyen de l'UFR de santé Simone Veil de l'université Versailles-Saint-Quentin. Alors une réforme, on va le voir dans ce reportage tourné par Nicolas Kirillovitz, qui est une source d'angoisse pour les lycéens et aussi leurs parents. Regardez ce reportage réalisé lors des journées portes ouvertes à l'UVSQ. Les épreuves du baccalauréat ne débuteront que dans 5 mois. Pourtant, l'entrée à l'université est déjà un sujet de préoccupation pour ces lycéens. C'est utile quand tu n'es pas structuré. Vraiment, quand tu n'as pas de méthode de travail, etc., tu bourrines la prépa, c'est vraiment bien. L'objet principal de leur réflexion, la réforme de la première année commune aux études de médecine, aussi appelée PACES. Elle s'ouvrira à partir de septembre prochain à de nouveaux profils. Les étudiants avec un tropisme plus littéraire, eux, ont intérêt à passer par des licences de droit, des licences d'histoire qui vont leur permettre d'accéder à la deuxième année. Ça restera néanmoins compétitif. Concrètement, depuis fin janvier sur Parcoursup, les étudiants peuvent choisir entre 2 voies d'accès aux études de médecine. La première permet de suivre par exemple une licence d'économie, de droit ou de SVT avec une option santé. La seconde, plus classique, donne la priorité à un parcours santé avec cette fois-ci une option d'une autre discipline. Une réforme d'ampleur qui suscite forcément de nombreuses interrogations chez les futurs étudiants et les parents. Non, mais il y a des trucs qui apparaissent pas ou alors que j'ai pas trouvé sur Parcoursup. Si on n'est pas renseigné, ça peut être énormément de stress parce qu'entre les doublants, on ne sait pas combien de nombre de places on va avoir. En plus, avec les différentes mineures et majeures, le nombre de places dans chaque filière finalement vient d'être réduit dans ce qu'on peut faire. Donc ça peut rajouter quand même, je pense, une part de stress assez importante. Elle veut rentrer en école de kiné. Il y a eu un vide sidéral au niveau de l'information depuis la réforme. On a eu des infos le 21 janvier en fait dernier et c'est parce que j'ai fait la démarche de chercher sur internet. Pour guider les étudiants, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines a également organisé une conférence sur le sujet. Prochaine journée portes ouvertes le samedi 29 février à la faculté de droit et de sciences politiques.
Et pour retrouver le programme complet des journées portes ouvertes à l'UVSQ, rendez-vous sur le site internet de l'université. Loïc Josserand, on vous a vu dans ce sujet, notre journaliste sur place a constaté, vous l'avez vu, beaucoup de stress parmi les lycéens présents, leurs parents également. Est-ce que vous l'avez également ressenti, vous, pendant cette journée portes ouvertes ? Cette journée a été une particulière par rapport aux années antérieures, effectivement, probablement parce que la réforme est arrivée, elle est là, donc l'année prochaine rentrée, la réforme, et donc effectivement les parents sont stressés, les futurs étudiants sont également stressés, puisque le système est totalement nouveau, certainement très déboussolant, puisque habituellement, c'était bien connu, c'était la PACES, le concours à la fin de l'année. Là, cette fois-ci, c'est 2 modes d'accès en fonction probablement des capacités des étudiants et des intérêts des étudiants, parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette réforme va amener un continuum dans les études, et contrairement à ce qu'était la PACES, où effectivement, si ça fonctionnait, si on réussissait le concours, alors tout allait bien. En passant en 2e année, en revanche, pour ceux qui échouaient, c'était plus compliqué, puisqu'ils avaient l'impression d'avoir perdu 2 ans. Là, la réforme va permettre aux étudiants d'être dans une marche en avant, finalement, à partir du moment où ils réussissent leurs examens. Ils seront dans une marche en avant qui leur permettra de passer en 1re, 2e année, alors peut-être pas de santé, mais dans ce qui a été dit dans le reportage, effectivement, dans des mineurs qui vont choisir en droit, en sciences, en kiné, mais qui leur permettront non plus de rester scotchés à un niveau juste de post-bac, mais au contraire d'avancer et de passer progressivement à L1, L2. D'avoir des profils aussi finalement plus diversifiés au sein de ces études. D'avoir des profils diversifiés, c'est effectivement ce que va permettre la réforme, puisque là aujourd'hui, ce qu'on voit dans les résultats de PACES et qui se confirme d'année en année, c'est que les étudiants, si c'est pas un bac S avec une mention, c'est plus compliqué. Là, les voies d'accès différentes qui vont permettre des passages par droit, qui vont permettre des passages par histoire, par AES, économie et sociale, par éco-gestion, vont permettre une diversification des profils et donc, in fine, des médecins différents, des pharmaciens différents, peut-être avec un peu plus d'humanité, comme on l'espère tous. On a entendu beaucoup de stress parmi les lycéens, les parents. Est-ce que aussi du côté de l'UVSQ, il a fallu se réorganiser en vue de cette réforme, et de cette réforme, vous l'avez dit, qui va s'appliquer là, dès la rentrée prochaine? Alors, si les parents et les étudiants sont stressés, les enseignants le sont aussi, puisque c'est effectivement une réforme majeure qui modifie radicalement l'organisation de notre université, mais vraiment complètement, puisque ça impacte aussi bien l'UFR de médecine, de santé, que l'UFR de droit, mais également l'UFR de sciences, puisqu'elles vont devoir, elles aussi, porter des mineurs santé, donc permettre à leurs étudiants de suivre un enseignement de santé pour ceux qui veulent passer ensuite et réintégrer une filière santé. Donc plus de collaboration, il y en avait déjà, on imagine, mais plus de collaboration entre les différents UFR. Tout à fait. Cette formation de santé va être complètement transversale et va donc intéresser aussi bien des étudiants qui sont en droit, qui sont en sciences, qui sont en AES, que des étudiants qui sont en santé. Et à l'inverse, le droit va intéresser des étudiants qui sont en droit, mais aussi qui sont en santé. Et si on regarde ces deux parcours, on va pouvoir revoir l'animation s'afficher. La voici. Il y a donc deux parcours, vous l'avez dit. Un plus classique, parcours accès santé, complété d'une autre option. On pourra faire quoi concrètement? C'est des options diversifiées. Donc là, c'est les 3 options que nous mettons au choix des étudiants. Vont porter soit sur l'UFR des sciences, donc récupérer une filière sciences, soit une mineure droit pour récupérer ensuite, si les étudiants ne sont pas reçus en santé, récupérer une filière droit d'une L2 de droit, tout simplement. Ou encore, et ça c'est une particularité pour nous, et c'est une expérimentation au niveau national que nous menons sur l'UFR de santé à l'UVSQ, la possibilité de rentrer ensuite directement en L2 kiné. Donc nous mettrons en place une mineure, alors pas exactement kiné, rééducation, réadaptation, qui amènera au métier de la rééducation, réadaptation, tel que kiné, ergothérapeute, psychomotricien ou pédicure podologue. Donc ça, c'est une particularité que nous avons. Et donc l'autre voie possible, c'est de faire finalement une licence dans une autre filière, tout en suivant une option accès santé. Cette option, concrètement, on y fera quoi dans cette option accès santé? Donc l'option santé, ça sera 80 heures. Que tous les étudiants suivront. Alors, en plus de ces 80 heures, il y aura un module spécifique pour la découverte des métiers de la santé, puisqu'il y a énormément de métiers derrière la notion de santé. Donc, une découverte des métiers de santé de façon à ce que les étudiants s'orientent convenablement. Et puis également une formation, la préparation des examens, puisqu'il va y avoir, et ça aussi c'est une nouveauté dans la réforme, des oraux
dans ce nouvel examen. Ça s'appelle plus un concours, mais un examen. Néanmoins, ça restera compétitif et le nombre de places sera limité. Donc il y aura des passerelles possibles, mais ça restera quand même compliqué. Ça restera quand même un concours. Même si le terme n'apparaît plus aujourd'hui dans la réforme, néanmoins, le nombre de places est limité. Donc, seuls les premiers pourront être pris, effectivement, mais avec un numerus clausus, même si le terme n'est plus d'actualité, qui sera lui aussi élargi. Donc, il y aura plus d'étudiants, mais avec cette particularité, c'est l'introduction d'un oral, même de 2 oraux, puisque les étudiants passeront devant 2 jurys différents pour que les chances soient convenablement équitables. Et on l'a compris, avec des options qui permettront, pourquoi pas, de se réorienter si nécessaire. Et si nécessaire, on se réoriente en droit, en sciences, où on file vers une filière de rééducation, réadaptation, comme kiné par exemple. Je rappelle cette date, 12 mars, fin de la saisie des vœux sur la plateforme Parcoursup. Merci Loïc Josserand d'être venu décrypter tout ça pour nous en plateau. Vice-doyen de l'UFR de santé, Simone Veil de l'UVSQ. On retrouve toutes les informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est un rendez-vous bien installé à Versailles. Samedi, le tournoi e-sport était organisé pour la 3e fois dans la Cité Royale. Une après-midi où 200 passionnés se sont retrouvés pour s'affronter sur écran interposé. Allez, on prend sa manette, sa souris et son clavier avec Mélanie Poquet. Des places prisées et un public qui répond présent. La 3e édition du tournoi e-sport a de nouveau fait le plein ce week-end. Plus de 200 joueurs se sont affrontés durant tout un après-midi, amateurs comme professionnels. Le bilan, c'est que j'ai perdu 2 mois d'affilée. J'ai vu mon niveau et ça m'a fait plaisir. Le but, c'était de jouer et se faire plaisir. J'en sors très content parce que je ne pensais pas passer le premier tour et au final, je l'ai passé assez facilement. Je suis sorti premier de ma poule. Du coup, je suis fier de moi quand même. Le jeu est très très jeune. On a besoin de, entre guillemets, agrandir la communauté. Et donc là, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et puis de jouer avec des joueurs que j'affectionne. Après 2 saisons tournées autour de Hearthstone, le tournoi s'est ouvert à 2 nouveaux jeux, du football avec FIFA 20 et League of Legends, jeu numéro 1 du monde de l'e-sport qui vient de fêter ses 10 ans. L'idée c'était que les jeux c'est un peu comme des disciplines sportives. On a beau être sportif, si on ne joue pas au rugby, on ne va pas forcément suivre le rugby. Donc là l'idée c'était d'avoir plus de diversité, plus de personnes qui étaient intéressées mais pas forcément sur un seul jeu. Donc là ça a permis d'avoir des communautés de 3 jeux, après on peut imaginer qu'il y en aura peut-être 4. Et les vainqueurs se sont partagés près de 4 000 € de dotation. Les équipes pensent déjà à une 4e édition. J-3 avant la Saint-Valentin, et si vous n'avez pas d'idée, justement une idée originale, un week-end romantique à Bonnel de sylvothérapie qui est organisé. Le principe de cet art japonais, éveiller ses sens en se reconnectant aux arbres. Le reportage de nos cupidons préférés, Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Vous allez chercher et trouver un bâton, environ 20-30 cm, qui vous plaît. Allez-y, cherchez-le. Se reconnecter à la forêt et à son environnement pour fêter la Saint-Valentin, c'est l'une des promesses de cet établissement situé sur la commune de Bonnel à 2 pas de la forêt de Rambouillet. Aujourd'hui, Isabelle teste son cours avant de recevoir les couples pour la fête des amoureux. Objectif, le bien-être. On est souvent déconnecté par notre travail, par le fait d'habiter au 20e étage, le fait d'être en ville. On est déconnecté de la nature et c'est vrai que pour être bien, pour gérer son stress, on peut aller dans la nature et profiter notamment des arbres avec les terpènes, les phytoncides et tous les bienfaits qu'ils ont naturellement. Pendant le cours d'1 heure et demie, plusieurs ateliers sont proposés pour éveiller les sens. Avec ces différents éléments, ça va être de mettre en avant la mousse des arbres ou même par terre. Donc ça peut être en fait faire ressortir comme ça. Et là on voit l'arbre, mais on voit aussi le papillon. Le moment fort de la session, la reconnexion aux arbres en les touchant pendant plusieurs minutes. Pour ressentir la vie, la sève qui passe. Quelque part, c'est aussi un moment d'introspection, parce qu'on peut tout à fait confier une joie, une peine, avoir une question, et c'est un moment d'ouverture d'esprit. À la fin de la session, première réaction. C'est une expérience vraiment inédite et ressourçante, je pense en rapport avec le monde de demain, vers la nature. C'est pas du tout conventionnel, c'est très naturel, très différent de ce qui peut être très connu. Voilà, donc c'est une expérience qui est très sympa à faire.
Si vous êtes moins terre à terre, l'établissement compte également 73 chambres et d'autres activités dont des ateliers yoga. Pour profiter de ce week-end de Saint-Valentin, il faudra débourser 420 € pour une chambre double. Deuxième partie de ce journal consacré aux élections municipales à Plaisir. D'abord, Patrick Ginter et les membres de sa liste Plaisir, notre ville, notre avenir ont organisé une rencontre en fin de semaine dernière. C'était à la salle des fêtes des Gâtines, une réunion publique pour présenter son équipe, son programme et échanger avec les habitants. Nicolas Dandry. Être à l'écoute des Plaisirois, faire participer les citoyens aux décisions de la municipalité, le pilier du programme de Patrick Ginter et de sa liste Plaisir, notre ville, notre avenir. Plusieurs propositions comme la création d'un conseil municipal des jeunes ou la mise en place de conseils de quartier entre les habitants et les élus municipaux. Ces conseils de quartier seront agrégés sur ce que nous allons appeler un conseil de développement participatif plaisirois avec qui nous réfléchirons sur des sujets stratégiques à très long terme. La ville de demain, le PLU, plan local d'urbanisme pour 2022, le plan local de déplacement, le plan d'alimentation territoriale. Dans cette liste, des personnes d'expérience, ex-membres de la majorité actuelle, puis des citoyens souhaitant s'engager pour la commune. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est ce projet d'avoir une équipe plurielle qui à la fois assemble différentes sensibilités, différentes compétences et qui puisse servir un projet qui ressemble un peu à l'image de Plaisir avec tout ce mélange d'énergie positive. En rencontrant les habitants, Patrick Ginter et son équipe ont identifié 7 thématiques, environnement, santé, sécurité, entre autres, des priorités, avec déjà des mesures concrètes et des objectifs. De manière à mieux gérer notre émission carbone pour l'amener à zéro d'ici 2050, pour la baisser de 20% sur le mandat, pour investir 20 km de pistes cyclables avant la fin du mandat. Ça, c'est entre autres quelques exemples sur les axes sur lesquels nous allons travailler. D'autres propositions comme la mise en place de navettes interquartiers, la volonté d'attirer au moins 10 médecins sur la commune avant 2026, la possibilité de recourir au référendum pour décider de certains projets. À Rambouillet, ils sont 5 candidats déclarés pour le moment pour ces élections municipales. Le conseiller municipal d'opposition David Jutier pour Europe Écologie Les Verts et Gilles Schmitt, suppléant de la députée des Yvelines Aurore Berger qui a le soutien de la République En Marche. 3 autres listes seront également sur cette campagne des municipales, une campagne à Rambouillet largement centrée sur l'écologie et le cadre de vie. Véronique Matillon conduira la liste d'hiver droite de la majorité sortante Rambouillet Ensemble vers l'avenir. Elle prend la suite de Marc Robert, maire sortant qui ne se représentera pas. L'actuelle adjointe souhaite redynamiser les commerces, revégétalisation des quartiers, préservation des terres agricoles font également partie de ses priorités. La liste Rambouillet à gauche, vivante et solidaire sera conduite par Jean-Marc Seller, membre du collectif progressiste de la ville. Il a été maire adjoint pendant 13 ans de Clamart dans les Hauts-de-Seine avant de venir habiter le Sud-Yvelines dans son programme 3 axes, démocratie participative, emploi et écologie. Enfin, lui siège dans l'opposition municipale rambolitaine et aussi au conseil régional d'Île-de-France. Philippe Chevrier est également candidat à la mairie. L'ex-secrétaire départemental du Front National et fondateur du Front Libéré est à la tête de Stop aux taxes à Rambouillet. Il veut mettre fin à l'augmentation de la fiscalité locale et créer un marché couvert. Toute l'actualité des élections municipales à retrouver également ce soir dans l'émission 7-8 politique présentée par Wilfried Richy sur TV 78. À Saint-Cyr, l'école, pour le moment, 2 listes qui se profilent, un duel à 2 qui se profile. On parle de ces élections municipales dans la ville avec Lydie Dulompont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Saint-Cyr l'école en commun. C'est une candidature qui se veut ouverte et citoyenne. Le choix de vous comme tête de liste a été dévoilé mercredi dernier. Comment s'est fait ce choix justement au sein de la liste ? Ce choix a été réalisé lors d'une élection sans candidat. Où les membres du mouvement m'ont élu porte-parole du mouvement pour les représenter à travers des valeurs d'indépendance politique. Nous ne sommes soutenus par aucun parti politique et des valeurs d'humanisme, d'écologie et de transparence. Et du coup, pourquoi être candidate ? Vous n'êtes pas issu de la politique locale. Pourquoi vous lancer dans cette démarche de politique locale ? J'ai souhaité rejoindre le mouvement Saint-Cyr l'école en commun. Ça m'a paru complètement logique en fait par rapport à mes activités associatives où l'idée c'était de mettre en place des projets pour la ville, pour les habitants, pour qu'ils se sentent bien dans leur ville.
j'ai pu constater qu'il y avait une certaine limite pour pouvoir mettre en place des projets et faire en sorte que la ville soit... Juste sur la liste, vous l'avez dit, elle se veut citoyenne, c'est-à-dire qu'elle est composée d'habitants essentiellement. Il n'y a pas de personnes qui ont été élues dans le conseil municipal de Saint-Cyr-l'École, par exemple? Non, pas du tout. En fait, nous sommes allés à la rencontre des Saint-Cyriens depuis le mois de septembre sur le terrain. Et également, nous avons organisé 3 grandes assemblées participatives et où l'objectif, c'était de co-construire le programme avec les habitants. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà. Et elle se veut ouverte aussi, il n'y a pas d'appartenance politique, vous ne revendiquez pas d'investiture particulière? Non, pas du tout. Ça ne fait pas du tout partie de notre valeur. C'est même quelque chose qui a été rejeté par le mouvement. Donc, c'était pas du tout un souhait d'appartenir à un mouvement politique. Et pourquoi? Parce qu'à l'échelle d'une commune, gérer une commune, l'étiquette politique importe peu. Finalement, c'est plutôt les idées, le projet qui C'est exactement ça. Ouais. Ça n'avait pas de sens au niveau local d'être soutenu par un parti et c'était pas une volonté. Alors vous serez candidate face à une autre femme, Sonia Brault, qui est maire sortante de Saint-Cyr, qui a succédé en cours de mandat à Bernard Debain, qui a été élu, lui, depuis 2008 et qui a démissionné l'an passé. Quel regard vous portez sur le travail effectué sur cette dernière mandature par la majorité sortante? Ce que j'ai pu constater, ainsi qu'un certain nombre de Saint-Cyriens, c'est malheureusement l'augmentation de la bétonisation. C'est vraiment un discours qui ressort tout le temps quand je rencontre des Saint-Cyriens. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler via le plan local d'urbanisme. Donc oui, c'est une ville qui a beaucoup changé, Saint-Cyr. Il y a de nouveaux quartiers qui se sont construits pendant ce mandat. Voilà, il y a eu un peu une explosion démographique et malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Donc c'est une recherche d'améliorer les services publics aussi. Donc lutte contre la bétonisation, ça renvoie à l'une des priorités, en tout cas des axes prioritaires de votre démarche, la transition écologique, notamment revégétaliser la ville. Ça fait partie des idées que vous avez dans ce programme? Oui, tout à fait. Nous avons vraiment 2 grands piliers au sein du mouvement qui sont la transition écologique et la transition démocratique. Donc on a l'intention de créer des instances participatives pour permettre aux habitants de prendre des décisions sur les projets qui les intéressent au sein de leur quartier, avec également la mise en place de budgets participatifs. Et en ce qui concerne la transition écologique, on a un gros retard à Saint-Cyr-l'École. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 6 ans pour démarrer la transition écologique. Et effectivement, reverdir la ville, c'est une priorité pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc ça fait partie des idées. Est-ce qu'il y en a d'autres en matière de transition écologique? Bien sûr, il y a la sécurisation des pistes cyclables, par exemple, pour que les familles puissent oser faire du vélo à Saint-Cyr-l'École. Par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire sur la question de la circulation à Saint-Cyr-l'École. Il faut vraiment qu'on travaille sur un schéma de circulation différent. Avec un sujet à suivre avec attention, j'imagine, c'est l'arrivée du tram 13 Express qui est prévu dans les quelques prochaines années à Saint-Cyr, qui reliera Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye. Oui, tout à fait. Ça fait partie des axes de réflexion. Sur donc, la démocratie participative, vous l'avez dit, plusieurs idées. Budget participatif, par exemple, ça peut être l'une des pistes à mettre en place pour faire participer les citoyens, les habitants de Saint-Cyr à la décision communale. Voilà, tout à fait. En fait, on a constaté ça en fait, au sein de Saint-Cyr-l'École, un manque d'implication des habitants. C'est-à-dire qu'on nous permet de prendre certaines décisions. Ça peut être sur le nom de la maison des associations, mais vraiment participer au débat, construire ensemble les choses avec la municipalité, c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout offert. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place. Et dès le début du mandat, c'est une demi-heure de parole citoyenne pendant le conseil municipal. Voilà. Donc démocratie participative, transition écologique, il y a aussi un autre axe, c'est de recréer du lien social à Saint-Cyr-l'École. Oui, tout à fait. Je suis partie du constat que il n'y avait pas du tout de maison de quartier à Saint-Cyr-l'École et c'est assez rare, je trouve, dans les villes en tout cas que j'ai fréquentées. J'ai toujours vu des maisons de quartier et à Saint-Cyr-l'École, je pense que c'est très important de recréer du lien intergénérationnel entre les habitants et ça passe par la création de lieux comme des maisons de quartier, un tiers-lieu,
Voilà, il y a plein de choses qui n'existent pas à Saint-Cyr-l'École et qui existent même dans les toutes petites villes de province. Et par exemple, on pourrait créer un Fab Lab. En fait, c'est un atelier de fabrication qui permettrait aux personnes de réparer leurs objets, par exemple. Une dernière question, vos prochaines réunions publiques, quand se Alors, déroulent-elles ? ça va être le jeudi 5 mars à 20h à la salle des fêtes de Saint-Cyr-l'École. Et on retrouve bien sûr tous les agendas de campagne des candidats à ces élections municipales sur notre site internet tv78.com. Merci Lydie Dulompont d'être venue en plateau de tête de liste de Saint-Cyr-l'École en commun. Pour le moment, une autre liste qui sera candidate face à vous, celle de Sonia Brault, maire sortante avec la liste Saint-Cyr au cœur 2020. Et je rappelle d'ailleurs avant de vous laisser qu'à l'occasion de cette campagne des municipales, TV78 en association avec Radio Sensation vous propose des débats entre les candidats des villes yvelinoises. Ce soir, c'est avec la commune de Maurepas, un débat à retrouver à 20h sur TV78, sur la fréquence également 98.4 pour Sensation Yvelines ou en replay sur tv78.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans quelques instants, le 7-8 Culture présenté par Aurélie Ronze. Belle soirée sur TV78.